L'enregistrement est en cours. À accueillir de façon correcte et soutenable leur public en temps de grosse chaleur et à faire travailler leurs équipes en temps de grosse chaleur, qu'on a décidé de s'emparer de ce sujet pour pouvoir apporter des réponses un peu concrètes à cette problématique qui va forcément aller en s'amplifiant dans notre région. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié la société de Pascal Lenormand, donc la société Incube, qui travaille sur les questions de thermique et de gestion thermique depuis un moment et appliquée à l'endroit culturel aussi depuis quelques temps. Donc, on les a contactés pour faire un travail d'audit un peu précis de nos situations, des situations que rencontraient les festivals lors de l'organisation de leurs événements en été sur justement cette confrontation à la chaleur. Et l'idée, c'était de faire un état des lieux, de comment on progresse sur effectivement accompagner le travail des équipes techniques, mais également administratives et artistiques, et également comment on accueillait mieux les publics dans ces conditions-là. Et donc la commande, pour qu'elle soit la plus concrète possible, on a fait en sorte qu'elle se repose sur un audit de lieux de 3 festivals membres qui sont les Rencontres de la Photo, le Festival d'Avignon et le Festival d'Aix, qui ont bien voulu accueillir l'équipe de Pascal pour faire donc un état des lieux très concret sur le terrain de nos pratiques, usages et problématiques en juillet dernier. Et tout ça a donné lieu à un certain nombre d'enseignements. Et le but de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de présenter les principaux enseignements qui ont été tirés suite à cet audit, sachant que tout ça sera récapitulé dans un guide méthodologique que Pascal et son équipe ont bien voulu rédiger pour nous et qu'on vous diffusera là tout de suite à l'issue de ce rendez-vous pour que vous puissiez vous en emparer et mettre en place un certain nombre d'actions, voire plus globalement de stratégies dédiées à l'adaptation à la chaleur. Évidemment, nous, dans la continuité, au COFIS, on est disponible pour poursuivre ce travail-là avec vous sur les différents sujets qui vous intéressent. Et du coup, je suis accompagnée de Véronique et Tiffaine que vous ne voyez pas vraiment, mais qui sont là. Je crois que j'ai rien oublié puisque Pascal vous a prévenu que c'était enregistré. On diffusera le webinaire par ailleurs pour les personnes qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui. Je te laisse la parole, Pascal. Allez, on y va. C'est bien, tu as déjà fait mes 10 premiers slides. Donc, comme ça, on est bon, ça va passer vite. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu ému parce que, en fait, la première fois que j'ai rencontré Cofis, on m'a dit, ouais, il y a 45 adhérents et tout ça, il y a des festivals avec des noms qui font rêver. Effectivement, là, je vois vos noms, les noms des organisations en vrai. Et en vrai, enfin, c'est pas pour passer de la pommade au début, mais quand même, c'est des super choses que vous faites. Et voilà, moi, ça, c'est des noms que j'entends depuis longtemps. Donc, allez, ça y est, c'est parti. Maintenant, on va donc parler. Il faut que je vous partage mon écran quand même. Bonjour Agnès. Hop, je vous partage. Un peu en retard. Ça va. Et je préviens juste, je ne peux pas rester bien longtemps avec vous, avec grand regret. Pas de souci. Bon, un petit support, on passe du coup, en plus Céline, tu en as déjà parlé un peu efficacement sur la partie contexte. Donc moi, je travaille effectivement pour une structure qui s'appelle Incube. On est basé en Creuse. Notre métier de départ, c'est l'énergétique dans les bâtiments d'une manière générale. Et puis les hasards, mais qu'on les a quand même un peu provoqués, font que depuis maintenant au moins 2018, on a quand même un peu une spécialisation, entre autres sur les lieux de culture et les organisations culturelles. On a beaucoup travaillé on continue d'ailleurs, sur les lieux de spectacle vivant, sur les musées, sur tout ce qui a trait d'abord au spectacle vivant et puis l'exposition et les organisations culturelles. C'est un peu plus récent. Et une autre spécialisation qui, elle, vient de loin, qui est la surchauffe. Donc tout cela se croisait de manière assez naturelle, finalement, pour qu'on arrive sur ce sujet. Je vous passe les choses qu'on fait autrement. Ce que Céline a dit donc concernant le type de travail qu'on a mené pour Cofis, effectivement, l'enjeu c'était que Cofis nous passe une commande sur le sujet général de la robustesse à la surchauffe des festivals et des événements. Le modèle qui a été retenu, c'est de se dire, bon, vous êtes 45 adhérents, on va pas regarder 45 organisations, qu'est-ce qui serait efficace? En fait, on a décliné une méthode qu'on a déjà utilisée par ailleurs quand on intervient sur des gros parcs de bâtiments, c'est de se dire, on va essayer de trouver des lieux
qui nous permettent de voir suffisamment de situations et des situations suffisamment représentatives pour tirer des grandes tendances. Donc, ça s'est passé avec 3 événements donc, qui ont accepté, qui ont bien voulu nous accueillir, le Festival d'Avignon, les rencontres d'Arles et le Festival d'Aix-en-Provence. Et sur chacun de ces événements, au cours d'une semaine un petit peu dense, qui était fin juillet, on a visité en tout une 12aine de lieux en exploitation. Et donc toute la suite, c'est en fait de se dire, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a passé une semaine en immersion à fouiller là-dedans, qu'est-ce qu'on arrive à faire sortir? Donc à Avignon, les lieux qu'on a vus, voilà, l'idée c'était aussi de voir différentes typologies, parce qu'en plus, bon, l'architecture du Sud est particulière, les lieux que vous utilisez sont particuliers, souvent ce sont des lieux qui ne vous appartiennent pas pour la plupart, donc sur lesquels il y a un enjeu aussi de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est contraint finalement. Donc voilà, à Avignon, il y a eu des choses comme le gymnase Mistral, qui sont à la base pas des bâtiments faits pour accueillir du spectacle, c'est un gymnase. Des choses qui sont très historiques, comme le Palais des Papes, le Cloître des Carmes, des lieux qui sont extérieurs, surtout à Avignon, ça c'est un lieu intérieur, des cloîtres qui sont des espèces de choses un peu intermédiaires, l'archétype de ça étant le théâtre de l'Archevêché à Aix-en-Provence, avec une vraie cage de scène de théâtre, comme on en trouvera à l'intérieur, mais une salle qui se trouve quand même à l'extérieur. C'était pas tout à fait dans les premières idées, dans les premiers échanges qu'on avait eus, mais finalement, on a vu dans tous les lieux des locaux permanents. Donc à Aix et à Avignon. Je ne sais plus. Je commençais déjà à me mélanger. On a vu les ateliers de Venelle, en tout cas, on a vu des ateliers, mais on a vu chez tout le monde les bureaux également, qui ne sont pas mentionnés là, bon là on les voit pas, mais des lieux comme à Arles, où je demandais au début à Patrice, mais je crois que tu n'as pas trouvé le micro, si maintenant vous avez une chaudière, parce que il doit commencer à faire frais. J'ai retrouvé le micro. Ah voilà, toujours pas de chaudière. Donc. Non, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà. Mais finalement, dans les 3 organisations, on a visité également des bureaux, donc des locaux permanents, et il s'est avéré que c'est un sujet important dont nous allons reparler juste après. On est tombé dans un contexte un peu particulier parce que, alors sauf à Arles, on arrivait en fin de production à Aix et à Avignon, et surtout on est tombé pile poil entre 2 vagues de chaleur. Ce qui a donné un truc un peu étonnant parce que on avait une mission qui consiste finalement à espérer qu'il ne fasse pas trop chaud, mais nous, ça aurait été très bien qu'il y ait une grosse vague caniculaire exactement au moment où on intervenait. Et à peu près partout où on est arrivé, on se dit c'est dommage, il fait particulièrement frais à ce moment-là. Bon, ça ne pose pas de gros problèmes parce que les phénomènes, bon d'abord on a un peu d'expérience et puis les phénomènes sont visibles. Donc ça n'a pas eu d'influence sur ce qu'on a pu voir. Un des intérêts que ça a eu, ça a été le cas en particulier à Arles, c'est que donc nous on est passé fin juillet, donc il y a eu une vague de chaleur cette année, fin juin, début juillet, en gros, qui a été un peu dure pour toutes celles et tous ceux en particulier qui étaient en montage à ce moment-là. Mais à Arles, entre autres, vous m'avez raconté également que vous avez pu finalement, à la suite des discussions qu'on a eues, déjà essayer des choses sur la vague de chaleur qui a suivi, c'est-à-dire la vague de chaleur d'août, qui a déjà donné une espèce de premier terrain d'expérimentation. Le rendu, donc hormis cette session là où on va se raconter en partie ce qu'il y a dans les documents, ça prend donc cette forme-là. Il y a un rapport générique, donc on l'a appelé le rapport générique, mais qui est celui dont là il y a la couverture, et puis je crois, Céline t'a dit, vous allez le diffuser aujourd'hui finalement, c'est le jour de sortie de ce document, qui est dans lequel on a tâché de mettre le maximum de choses communes. C'est-à-dire des choses où on s'est dit, bah ça, globalement, quelle que soit la spécificité de l'événement parmi les 45 membres du COFISE, il y aura des choses à piocher là-dedans. Donc ça, c'est globalement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais pas vous faire tout le contenu, mais je vais vous décrire ce qu'il y a dans ce document. Okay, donc comment il fonctionne. Et puis, chacune des structures accueillantes, donc Arles, Aix-en-Provence et Avignon, a eu un document spécifique dont on ne va pas parler aujourd'hui. Je vais puiser bien sûr des exemples qui viennent de ces expériences-là. J'imagine qu'il y aura des échanges à travers COFISE pour voir ce qu'il y a à tirer dans telle ou telle expérience, parce qu'il se trouve, alors
c'est facile de le dire à rebours, mais finalement, on a eu des choses très complémentaires avec ces 3 événements et l'ensemble des choses. Il y a des axes particulièrement marqués sur certains événements, d'autres axes sur tel autre événement. Donc, je pense que si c'est possible, il y aurait vraiment intérêt à faire tourner tout ça, parce qu'il y a vraiment, ça fait une masse d'informations qui est vraiment très intéressante. Et avant qu'on entre dans le contenu, j'en profite pour dire que, au cas où je ne sais pas si vous vous posez la question, mais ce travail-là, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent aujourd'hui. D'abord le sujet. Alors sur le sujet, il y a quelques équivalents. À ma connaissance, pas dans la culture, pas dans le spectacle, mais dans, disons, certains secteurs industriels, par exemple, qui sont assez avancés sur la robustesse à la chaleur. Il y en a parmi les collectivités, par exemple, et dans certains secteurs industriels particulièrement exposés. Il y a quelques travaux qui sont comme ça. Dans le domaine de la culture et du spectacle, je n'en ai jamais vu. Et en particulier de cette ampleur, c'est-à-dire sur un panel aussi vaste de sujets. C'est-à-dire qu'on va quand même avec les rencontres d'art, l'exposition de photos avec une valeur patrimoniale importante, jusqu'à du spectacle vivant de différentes formes. C'est quand même très varié, cette histoire. Okay. Donc vous avez un truc, normalement, vous avez un sujet, vous êtes des pionniers, quoi. Et donc, en plus, du coup, ça a rendu en plus la mission spécialement marrante. On s'est bien amusé quand même. Et puis, c'est énorme comme potentiel. Enfin, c'est vraiment très chouette, quoi. Voilà. Est-ce qu'avant qu'on commence, que je vous explique comment ça marche, vous avez des questions, des remarques, des demandes particulières? Non? Que ce soit des gens qui en ont déjà entendu parler. Il y en a certains qui vont en entendre parler pour Céline, pour toi, ça va être la 4e fois quand même. Hein. Donc, je commence à stabiliser le discours normalement. Ok. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ce dont on va parler, c'est donc ce rapport générique. Et ce rapport générique, il comporte 3 grandes parties que je vais vous présenter maintenant. La première grande partie, c'est, alors, j'ai l'habitude de dire maintenant que c'est un peu la plus pénible, c'est celle-là. C'est celle qui fait vraiment de l'énergétique. Alors, j'ai tenté de rendre ça assez soft, assez digestible, je ne sais pas comment on dit. Digeste, pardon. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que, puisqu'on parle de surchauffe, autant, il faut avoir les concepts de base pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on parlera d'une deuxième partie un petit peu théorique qui sont les facteurs de risque. Pourquoi et par quel chemin l'exposition de plus en plus fréquente à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, par quel chemin ça rend vos organisations fragiles, ça peut les mettre en danger. Et puis la grande partie qu'on verra après, c'est ce qu'on a appelé les cas archétypaux, c'est-à-dire les 10 situations un peu standards qu'on peut retrouver dans la plupart des organisations. Voilà. Donc on commence, celle-là je vais passer tranquillement, vous aurez l'occasion de le lire de manière posée dans le document, c'est pas non plus un traité de thermique humaine, hein, non plus le truc, mais bon, il y a un petit peu de théorie. Donc pourquoi est-ce qu'on a souhaité mettre une première partie sur des concepts de base d'énergétique? Parce que il faut pouvoir comprendre ce dont il s'agit, et en fait on a un problème en particulier en France, c'est que alors la littérature scientifique, elle est à peu près robuste, ça va, mais c'est pas un plaisir de la lire. Mais ce qui se raconte en général et la manière dont les médias parlent de ces sujets-là ne nous aide pas beaucoup. Donc si on veut faire autre chose que juste faire des généralités et des espèces de recettes de discussion de comptoir, il nous faut un petit peu muscler le sujet. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut poser les choses dans le bon ordre. Donc vous découvrirez dans le document que les choses qu'on explicite un petit peu, c'est d'abord un petit peu de thermique humaine. C'est très important de commencer par là parce que c'est un retournement qui est très important. On a l'habitude de se dire, de se raconter que le principal problème, c'est que il fait chaud dans les bâtiments, ce sont les bâtiments qui sont chauds. En fait, ça, c'est pas un problème à la base. Le problème, c'est que ça crée des environnements pour des corps humains
dans telle ou telle situation et avec tel ou tel élément qui vont accentuer ou atténuer les effets. Mais le principal problème, c'est un problème de thermique humaine. C'est que le corps humain n'arrive pas à évacuer sa chaleur. Donc c'est important de comprendre cette idée-là, et en particulier un concept qu'on utilise beaucoup, qui est le concept de charge thermique. C'est à quel point le corps peut supporter un certain temps une certaine quantité de chaleur. Le deuxième concept qu'on utilise systématiquement, c'est le concept de surchauffe des équipements. C'est le même que pour la thermique humaine, mais appliqué aux différents appareils, aux différentes machines que vous pouvez utiliser. On en trouve à plein d'endroits. On peut trouver de la technique qui se trouve en dehors, exposée au soleil. Dans les cas de Avignon et d'Aix, on a beaucoup vu, on en verra quelques exemples après, des écrans LED par exemple, tous les appareils qui prennent le soleil et qui peuvent se mettre à défaillir parce qu'ils sont exposés à la chaleur. Donc ils ont eux-mêmes une certaine robustesse ou une certaine fragilité face aux vagues de chaleur. Le troisième concept, alors sur les 3 structures qu'on a vues, c'est principalement Arles qui était concerné par ça, mais j'imagine que dans Coffice, il y a probablement d'autres structures. Il y a parfois des sujets de conservation, de préservation d'œuvres ou d'objets plus ou moins fragiles, qui demandent d'avoir de l'outillage un peu plus pointu sur non seulement les notions de température et d'échange thermique, mais les notions d'humidité. En particulier, la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle l'humidité relative et l'humidité absolue. Et on verra pourquoi, juste après, c'est important de comprendre au moins le minimum sur ce dont on parle. Et pourquoi est-ce qu'on dit, par exemple, humidité relative, et que c'est important de dire humidité relative. Voilà. On l'a classé en 2 bis, parce que c'est un peu comme pour les objets, mais c'est avec de l'humidité. Le troisième concept qu'on décortique, et puis là j'aurai quelques exemples, je ne vais pas le décortiquer ici, mais je vais le décortiquer dans les exemples qu'on vous donnera après, c'est de remettre à plat les 4 modes d'échange thermique, les 4 manières qu'il y a d'échanger de la chaleur, soit nous, corps humain, avec l'environnement, soit les objets entre eux. Il y a la conduction, tout ce qui se passe par contact, il y a la convection, tout ce qui est autour, en particulier des courants d'air. Ça marcherait pareil dans l'eau, mais je ne crois pas que vous êtes tellement concerné par les piscines ou les choses comme ça, mais ça pourrait être pareil. Il y a ce phénomène très important et qu'on sous-estime souvent, qui est le rayonnement. Je vous ai mis ici une belle image infrarouge de ce lieu qui est devenu un peu emblématique quand même, qui se trouve à Arles. Si vous voulez sentir ce qu'est du rayonnement, allez-y, dès l'été prochain. Ça vaut le coup, allez à Grande Contrôle à Arles. Et voilà, ça vous donne une très belle sensation de ce qui se passe quand on est une crème brûlée et qu'on est mis au four. Et puis, ce 4e mode d'échange de chaleur, transfert de chaleur, qui est l'évaporation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand de l'eau liquide s'évapore à un endroit, et en particulier que cet endroit peut être la peau. Voilà. Donc, c'est important là aussi de se mettre au clair pour comprendre les phénomènes que l'on observe ou que l'on ressent, et également les phénomènes que l'on va manipuler. Le 4e concept que l'on détaille dans le document, c'est celui de confort et d'inconfort local ou global. Donc, c'est-à-dire d'être globalement, que tout mon corps soit en déséquilibre thermique ou que j'ai seulement des inconforts à certains endroits. Alors, comme on est un peu l'hiver, quand même, par rapport à l'été, c'est presque plus facile de s'en rendre compte là maintenant. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se plaignent qu'ils ont froid aux mains au bureau. Le froid aux mains au bureau, c'est un inconfort local. J'ai froid à mes mains, même si j'ai pas froid ailleurs, mais qui peut tout à fait avoir une cause globale, que mon froid aux mains soit provoqué par le fait que mon corps soit en dette thermique. Pour le coup, on n'est pas en charge thermique, on est en dette thermique. Et une autre notion très importante qui est la distinction qu'on fait entre les phénomènes transitoires et les phénomènes stationnaires. Ce n'est pas du tout pareil de traverser, par exemple, un hall d'accueil comme au Grand Théâtre de Provence, dans lequel je vais rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il y a certains phénomènes qui se produisent et qui vont peut-être induire soit des réactions, soit des comportements, mais dont les mécanismes ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut observer quand on est assis pendant 3 heures à regarder un spectacle. Là, on est sur des phénomènes qu'on appelle stationnaires, qui durent longtemps. Voilà. Et le dernier concept, un peu théorique, après on en a fini, qu'on a besoin de manipuler quand on travaille sur ces sujets-là, c'est le concept de stockage et de déstockage de chaleur, et c'est la même chose avec la fraîcheur. Le fait de préserver, d'entretenir, par exemple, le stock de fraîcheur dans un bâtiment.
en ouvrant, en fermant, en ayant les comportements adéquats finalement pour préserver un stock de chaleur ou un stock de fraîcheur. Voilà. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Est-ce qu'il y a, on peut quand même se prendre quelques minutes, s'il y a des choses qui vous semblent particulièrement obscures là-dedans, qui vous étonnent ou sur lesquelles vous voulez un ou deux éléments. On n'est pas nombreux, vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. C'est tout bon? Ok. Alors j'en profite pour dire quand même, parce qu'on le mentionne, on en a beaucoup parlé à Arles, tous ces outils-là, que là on mentionne dans le cadre des festivals sur lesquels on est intervenu, et plutôt de lieux publics, de lieux tertiaires, évidemment, ça marche exactement pareil à la maison. Ce sont les mêmes que ceux auxquels on est confronté dans la vie de tous les jours. Okay, donc l'outillage que l'on développe à mieux comprendre ces phénomènes dans ce cadre-là, c'est aussi de l'outillage qui nous sert dans la vie de tous les jours. Je le mentionne parce qu'à Arles, on a parlé beaucoup à Arles, vous travaillez beaucoup avec du personnel en insertion, donc qui est en fait en formation professionnelle quand vous intervenez. Donc il y avait un enjeu, on en a parlé, le fait que quand ces gens-là, comme nous tous, montent en compétence sur la gestion de la surchauffe, c'est aussi des choses que les gens peuvent ramener chez eux, et ils deviennent aussi chez eux plus robustes à la surchauffe. Voilà. Et on aura l'occasion de parler également dans un des cas archétypaux de cette importance justement de ramener à la maison parce que je vous le dis après. Voilà, je vous le dis pas maintenant. Ok. Il y a une deuxième partie dans ce document générique où on a mis un peu des strates sur ce qu'on a appelé les facteurs de risque, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi une vague de chaleur peut exposer, manifester, créer des fragilités dans des organisations comme les vôtres. Alors il y en a de deux sortes. Il y a ceux qu'on a rattachés à ce qu'on a appelé la culture, alors, au sens culture énergétique, c'est-à-dire comment est-ce que vous fonctionnez, et on a positionné ça vraiment au niveau de votre organisation, votre entité. C'est-à-dire les gens du Festival de la photo d'Arles ont une certaine culture énergétique qui s'est entre autres construite à travers leur expérience depuis 2-3 ans dans un bâtiment particulier avec un fonctionnement énergétique particulier. Et cette culture de leur organisation n'est pas la même que celle d'Avignon, que celle d'Aix-en-Provence. On observe ça dans toutes les entreprises, toutes les collectivités, etc. Il y a des socles culturels partagés comme ça qui sont à la fois des connaissances, des compétences, des habitudes, des traditions, des choses comme ça. Voilà. Donc dans ce domaine des risques culturels, on en a identifié 3. Le premier, c'est le fait de méconnaître les causes des phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on a chaud à tel ou tel endroit? Qu'est-ce qui fait que cet endroit ici, ça s'appelle l'Hôtel Dieu, je crois, cet endroit à Arles, monte en température dans telle ou telle situation? C'est ça, c'est l'hôtel, je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que les bouteilles ici, je crois que c'est le bar mobile dans le patio du Grand Théâtre de Provence, qu'est-ce qui fait que ces bouteilles vont se réchauffer ou se refroidir plus ou moins vite? Ne pas connaître les causes des phénomènes, pourquoi les choses surviennent, pourquoi est-ce qu'elles nous impactent, ça augmente la fragilité parce que ça ne me permet pas d'évaluer la situation et ça s'ajoute à cet autre risque qui est la méconnaissance des conséquences. Qu'est-ce qui risque de se passer si les phénomènes thermiques prennent de l'ampleur, gagnent en violence, par exemple? Et on met dans ce risque-là la méconnaissance de ce qu'on appelle les effets dominos, c'est-à-dire le fait qu'un maillon faible peut se rompre, par exemple à cause de la chaleur, et entraîner toute une cascade d'autres phénomènes qui peuvent devenir problématiques. Il suffit que dans une baie qui pilote une partie de l'éclairage dans un théâtre, il suffit qu'un composant entre en surchauffe et qu'il grille pour que toute la baie perde sa fonction, pour qu'on perde une partie de l'éclairage de tout le spectacle, par exemple. Et donc, ne pas connaître ces effets dominos, ça empêche d'être précis dans l'analyse du risque et dans la résolution du problème auquel on pourrait être exposé. Okay. À l'inverse, bien maîtriser cette chaîne de conséquences, ces chaînes de cause à effet, ça permet d'être conscient du risque, d'être adapté et de maîtriser aussi et de limiter l'ampleur des dégâts si jamais il y a un accident.
Et la troisième faiblesse culturelle qu'on peut identifier, c'est la méconnaissance des stratégies d'adaptation. On appelle souvent ça l'ampleur de la caisse à outils, finalement. C'est-à-dire que tant que si par exemple on a comme seul outil le climatiseur pour résoudre tous les problèmes de surchauffe, il y a des situations où c'est inadapté, où c'est coûteux, où c'est compliqué et où en fait ça ne marche pas. Donc en fait, le fait de découvrir une multitude, et c'est là tout l'intérêt d'une démarche comme celle du COFIS en fait, le fait d'avoir vu plein de situations et de en plus savoir ce que vous allez normalement découvrir dans le rapport, que finalement chez les voisins, il y a d'autres stratégies qui marchent bien et de vous les faire passer, ça permet d'élargir le panel des solutions et donc de prendre celles qui sont adaptées à la résolution des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Voilà. Donc ces trois choses, la méconnaissance des phénomènes, la méconnaissance des liens de cause à effet, la méconnaissance des stratégies d'adaptation, ce sont trois grands axes qui sont de l'ordre de la culture, c'est-à-dire plutôt de la compétence partagée qu'on peut avoir au sein de l'organisation ou de la, on pourrait dire, de la méta-organisation, c'est-à-dire du COFIS. Ce sont des points sur lesquels, disons, d'une manière générale en France, et pas seulement chez vous, on part d'assez loin et il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et donc finalement des grandes marges de robustesse à gagner. Hein, c'est-à-dire qu'on peut encore être beaucoup plus robuste que ce qu'on l'est aujourd'hui. Il y a un deuxième volet de facteurs de risque, une deuxième famille de facteurs de risque qui sont liés non pas à la culture, c'est-à-dire aux choses que l'on sait entre nous, mais qui sont liés à des manques, quand c'est absent, de procédures ou d'outils au niveau organisationnel. Là aussi, il y en a trois qu'on a identifiés, qui sont assez classiques, mais qu'on retrouve dans les organisations qu'on a vues. La première, c'est l'absence ou la quasi-absence, souvent parce qu'il y en a au moins un qui reste tout le temps, qui est l'absence de critères opérationnels, c'est-à-dire de choses, en fait, d'indicateurs qui nous permettent de dire à tel endroit, dans telles conditions, ça devient problématique et de pouvoir prendre des décisions en conséquence. Aujourd'hui, le principal indicateur qu'on a en France et dans vos situations, c'est l'alerte météo. On est, alors là, en ce moment, c'est vigilance jaune, orange sur le verglas, sur la pluie, etc. En ce qui concerne la surchauffe, ce sont les vigilances orange, rouge en matière de canicule. Mais on voit bien que ce sont des indicateurs qui sont d'abord à l'échelle départementale en général et qui sont très globaux, qui ne prennent pas en compte le type d'activité que l'on fait. Il n'y a pas de truc qui dit dans telle situation sur un plateau de théâtre à tel endroit, on a un indicateur qui nous dit là on passe en zone risquée, en zone dangereuse. Donc ça c'est plutôt une faiblesse parce que ça veut dire qu'on est non spécifique en fait. Et là encore on peut se doter d'outils plus précis, plus adaptés pour évaluer les situations. Le deuxième manque qu'on peut identifier, c'est l'absence de procédure. Dans la plupart des cas qu'on a vus, je crois qu'on n'en a pas vu d'autres d'ailleurs, ce sont plutôt vigilance rouge égale j'envoie des instructions un peu standards de il faut faire attention, il faut s'hydrater, il faut se protéger, et éventuellement on décale les horaires de travail. Alors, on va reparler de cette histoire de décalage des horaires de travail parce qu'il y a un sujet important là-dessus, mais on n'a pas vu de choses qu'on commence à voir apparaître dans d'autres secteurs professionnels qu'on appelle les plans chaleur, par exemple. De dire, à partir de tel niveau de risque que l'on sait caractériser et de telle situation, voilà ce qui se met en place. Pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que ça permet d'avoir une réponse échelonnée, adaptée, de pas être binaire, de dire soit ça passe, soit on annule, etc. D'être précis dans les ajustements à mettre en place pour peut-être pas avoir la situation nominale, mais avoir une situation un petit peu dégradée qui impacte peu et qui préserve ce qui est vraiment important, quitte à lâcher un peu de lest sur tel ou tel autres endroits. Et puis, il y a un troisième sujet qui est ce qu'on a appelé la culture annuelle sur le sujet. Alors, j'ai quand même mis l'exception d'Arles, parce que quand même, on a été un peu étonnés, mais donc j'ai dit déjà que les rencontres de la photo d'Arles, ils ont une culture assez particulière
des phénomènes énergétiques parce qu'ils vivent depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, au moins. Donc c'est le 3e hiver, dans un bâtiment dans lequel il y a pas de la chaudière est en panne. Ils n'ont pas de chauffage. Donc c'est certes une situation d'hiver, et peut-être qu'il y a aussi une sensibilité, une culture d'équipe orientée vers ça, mais on observe très clairement chez eux, en plus, je ne parle pas dans leur dos, ils sont là, mais quelque chose qui est plus orienté vers on va trouver de l'adaptation par nos ressources plus individuelles que par des ressources bâtimentaires. C'est-à-dire qu'ils s'opposent peut-être, ils vont moins spontanément vers, on va se dire, on va climatiser tout le bâtiment, parce qu'ils ont une espèce de culture de, on va aller travailler au poste de travail, par exemple. On verra quelques exemples là-dessus. En fait, il est important ce sujet de la culture annuelle, parce que quand on fait des événements, comme c'est votre cas, vous travaillez la plupart du temps en équipe resserrée, un peu sur le socle fondamental de votre organisation. Et puis après, spontanément, naturellement, pendant l'événement, il y a beaucoup plus de monde. Et en fait, c'est un peu illusoire de se dire, on va emmener toute la grosse équipe et la grosse organisation qui est celle qui se déroule pendant l'événement vers une culture très robuste sur la gestion du risque surchauffe, si on n'arrive pas à le faire à plus petite échelle, de manière récurrente dans notre organisation de base. Voilà. C'est-à-dire que ça commence d'abord par la culture annuelle sur le sujet. C'est là que ça se joue. Voilà. Avant que j'attaque la présentation des cas archétypaux que vous retrouvez dans le rapport générique, est-ce qu'il y a, comme pour le sujet d'avant, est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques minutes sur un ou deux de ces sujets, sur ce qu'on a appelé les facteurs de risque? C'est tout bon, on déroule, on enchaîne tout là. Ouais, on y va. Agnès, comme tu vas partir vite, t'es plutôt partant pour qu'on enchaîne. Ok. Pour les autres, on n'est pas obligé de suivre l'injonction d'Agnès. C'est bon, on enchaîne? Ok. Donc ensuite, ce que vous trouverez dans ce document générique, c'est ce qu'on a appelé donc des cas archétypaux. Qu'est-ce que c'est que ces cas archétypaux? C'est en fait le résultat un peu du postulat méthodologique qu'on s'est donné, c'est de se dire, bon, on fait l'hypothèse en voyant un grand nombre de situations et un grand nombre de lieux que l'on verra émerger des tendances, des sujets qui sont transversaux et qui sont similaires, avec des déclinaisons locales, mais qui peuvent nous donner une espèce d'enseignement général dans telle ou telle situation. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé, et donc on en a identifié, qu'on a mis dans le rapport, 10. Alors, je m'en suis rendu compte un peu tard, effectivement, dans la mise en page définitive du rapport que vous aurez, ils ne sont pas dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter là. Voilà, j'en suis désolé, on se les redit tout à l'heure avec Céline, et puis du coup, je ne les ai pas dans l'ordre. Donc ça ne sera pas tout à fait, mais c'est les mêmes, néanmoins. Ils n'ont pas été modifiés. Donc, alors, je vais d'abord vous parler de la structure, parce que vous verrez qu'ils sont tous racontés de la même manière, de manière plus détaillée dans le document. Donc à chaque fois, on identifie ce qu'est ce fameux cas archétypal. Dans ce cas-là, le technicien ou la technicienne, alors on n'a pas réussi partout à faire de l'écriture inclusive. Des fois, c'est un peu genré. Voilà. Limite, si je voulais refaire une édition inclusive, vous pourrez. Hein. Donc là, c'est le technicien en installation ou en changement de plateau. Donc c'est hors spectacle, c'est dans tout ce qui est montage, transfert, changement de plateau, etc. Et donc à chaque fois, le format va être le même. On fait un constat, on décrit la situation, on décrit ce qu'on a observé, on remonte aux enjeux majeurs qui en gros vous renvoient à ce qu'on a vu dans les parties précédentes. Voilà ce qui se passe, voilà quels sont les phénomènes qui sont en jeu. On identifie les risques en essayant au maximum de faire les risques à différentes échelles. Vous voyez ici dans ce cas, on a pour donc les techniciens sur le plateau hors spectacle des risques physiologiques, c'est-à-dire je peux avoir un coup de chaleur, un accident, une perte de conscience, etc., ou de la perte de vigilance ou de la fatigue, et des risques qui sont plutôt d'ordre organisationnel, c'est-à-dire que par exemple, pour votre organisation qui est employeur, s'il y a un accident lié à la chaleur, lié à un coup de chaleur, c'est un risque parce que votre responsabilité peut être engagée, on peut aller vérifier si tout a été mis en place pour protéger les équipes, etc. etc. Et
on trouve ensuite des pistes de solutions. Donc là, je vais y revenir, hein, on va se les refaire, qu'on a tâché à chaque fois de décliner. Alors, c'est pas toujours possible parce que le sujet n'est pas toujours adapté, mais à différents niveaux. Alors ça, c'est fondé sur, pour celles et ceux qui le souhaitent, alors vous verrez qu'il y a une biblio à la fin, on utilise dans le travail énergétique qu'on fait une méthode qui s'appelle la méthode design énergétique. Et dans cette méthode, en fait, il y a un outil qu'on utilise très souvent, qu'on appelle les 6 continents, qui consiste à dire que tous les problèmes énergétiques peuvent se traiter de manière équivalente à différentes échelles, soit au niveau du corps, soit au niveau du vêtement, soit au niveau de l'équipement, soit au niveau du bâtiment, etc. Donc à chaque fois, on a essayé de faire l'inventaire de ce qui était jouable, envisageable à ces différents niveaux. Donc, là, je vais reprendre un peu plus en détail ce fameux cas du technicien en installation en changement de plateau. Vous voyez, je ne vais pas tous les détailler comme ça, on pourra en approfondir si vous le souhaitez, certains. Ce qui est caractéristique dans ces situations qu'on a beaucoup vu, c'est d'abord, c'est un travail souvent physique. Donc, un des facteurs liés à la surchauffe, je renvoie à la thermique humaine, c'est le métabolisme, le niveau d'activité. Si on fait du sport, on a plus chaud, d'une certaine manière. Donc là, on est sur plutôt des travaux plutôt actifs. Avec un tempo et des horaires qui sont souvent imposés par le planning. On n'a pas trop le choix du moment où on intervient ou du lieu où on intervient. Et il se trouve que les lieux où on intervient, assez régulièrement, c'est pas tout à fait les lieux les plus frais qu'on puisse trouver. On peut se retrouver, alors ici, il y en a un qui est spécialement connu au théâtre de l'Archevêché. Je ne sais pas si c'est tout à fait celui-là, je crois que c'est celui qui est de l'autre côté. Le local poursuite du théâtre de l'Archevêché, on nous en a parlé tout de suite. Parce qu'en plus, donc, il est un peu fermé, il y a des appareils derrière qui rejettent de la chaleur, il y a une configuration particulière qui fait que le lieu est exposé. Il y a des situations de travail sous plateau, par exemple, quand on met du plateau temporaire. C'est le cas à Avignon, au cloître des Carmes, dans le lieu qu'on a vu, où il faut aller tirer du câble sous les plateaux. Quand il faut aller tirer du câble sous un plateau qui lui-même se trouve à 60 degrés et qu'on est en plein après-midi, c'est une situation qui est à risque, qui est exposée. Okay. Donc l'enjeu majeur ici, je le détaille un petit peu, comme ça vous aurez la mécanique, c'est donc maîtriser la charge thermique, c'est à quel point on met des gens dans une situation où leur corps peut ou pas se refroidir et de déterminer combien de temps ils peuvent tenir ou pas. On est très rapidement non seulement dans la thématique de la qualité de vie au travail, mais en fait dans le domaine de la prévention. On est vraiment dans beaucoup de situations dans le domaine de la prévention des risques, okay, parce qu'on est dans des situations qui peuvent être des situations de risque. Donc après, voilà, on fait l'inventaire de tout ce qui peut se passer. Et puis, donc, dans les solutions, on retrouve ici ce qui est autour de la connaissance des phénomènes, ce qu'on a identifié plutôt dans les risques, dans les facteurs de risque, pouvoir mesurer, pouvoir évaluer comment est cette charge thermique. Et ensuite, on a une liste de dispositifs qui peuvent être soit fournis, soit encouragés, soit plus qu'encouragés, c'est-à-dire obligatoires, mis en place. On est parfois dans le domaine de l'EPI, hein, de l'équipement de protection individuelle, ou dans des zones plus intermédiaires. Par exemple, on en reparlera juste après sur les agents d'accueil, mais la question de la couleur du t-shirt officiel de l'événement, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, quand on détermine que les gens vont devoir être habillés d'une certaine couleur, on détermine le niveau d'absorption du rayonnement qu'ils vont avoir. Donc on n'est pas juste, bien sûr, il y a des questions d'affichage, d'identité qui sont importantes, mais on ne peut pas ignorer que ça va modifier la charge thermique des gens qui vont porter ces vêtements. Voilà. Et donc on mentionne ici, vous le verrez, c'est plus détaillé dans le document, au niveau organisationnel en particulier, la question des indicateurs, il y en a un qu'on détaille un petit peu qui s'appelle l'indicateur Humidex, qui est un indicateur canadien qui est une bonne source d'inspiration parce qu'il permet de coupler température, humidité avec des durées d'exposition. Il vous dit au-delà d'une certaine valeur, on ne doit pas travailler plus de 20 minutes, par exemple. Okay. Voilà pour le format général. Je ne vais peut-être pas plus loin. Est-ce que vous avez une question particulière sur celui-là? Du coup, on peut se le faire comme ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des sujets particuliers sur les techniciens? Non.
J'en profite sur celui-là pour mentionner un élément qu'on a remis un peu plus tard dans le document, mais je ne crois pas qu'il y ait un cas archétypal spécifiquement là-dessus. Je fais un petit zoom sur cette histoire de décalage des horaires de travail. Quand on décale les horaires de travail pour que les gens puissent travailler de manière plus fraîche, ce qu'on a identifié également, c'est que si on les fait par exemple travailler la nuit, je prends vraiment un cas caricatural en disant la nuit il fait frais, il ne faut pas oublier que si on les fait travailler la nuit, on les fait se reposer en journée. Si on les fait se reposer en journée, il faut qu'ils puissent se reposer à un endroit dans lequel il soit possible de se reposer. Or, dormir en période caniculaire, quand on est dans des régions comme les vôtres, c'est pas toujours facile. Et en fait, il peut y avoir un vrai risque si vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez qu'en partie la maîtrise de l'endroit où ils vont, souvent ils rentrent chez eux pour les permanents, ils peuvent très bien avoir à se reposer dans des endroits qui sont plutôt pas adaptés au repos en journée. Plus le fait qu'en journée, il y a peut-être la famille autour, etc., etc. Donc sur des événements assez longs, ça peut être un vrai enjeu en fait de se rendre compte que certes, on a peut-être allégé la charge parce qu'on a allégé la contrainte thermique sur la période de travail, mais qu'au final, sur la durée de vie d'un contrat de travail, si on fait simple, on n'a pas spécialement allégé la charge et donc la robustesse globale de nos équipes. On en reparle, je crois que c'est à la fin, presque je demanderai à Céline, c'est à la fin. Non, c'est à Avignon, il faudra demander à Avignon peut-être s'ils veulent bien partager. On a parlé des locaux de sieste et de locaux de récupération. Voilà, d'organiser la récupération des équipes en situation de canicule. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas uniquement chez vous, on travaille actuellement sur les tournées par exemple. Dans la question du sommeil dans les tourbus, pour les équipes qui sont en tournée, c'est un vrai sujet. En fait, si le tourbus il est garé en plein soleil et que la clim tourne à fond et qu'elle fait du bruit, c'est juste pas possible de faire une tournée dans laquelle on travaille de manière sécuritaire par rapport à la fatigue accumulée. Ok. Je referme la parenthèse, mais comme ça, on en a parlé. Le cas archétypal numéro 2, c'est celui du public et des agents d'accueil avant le spectacle. Et les techniciens, on parle public et agents d'accueil. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Alors, je crois que la photo d'après peut être plus explicite. Voilà. Parce qu'en fait, sont les publics que vous accueillez, sont les organisations, il peut y avoir des temps d'attente qui peuvent être assez longs. Alors, je sais pas, moi, du coup, je vois Insane, mais dans Coffees, il y a également des musiques actus, des festivals qui durent peut-être plusieurs jours, avec du camping, avec des choses comme ça. Il y a des temps qui ne sont pas des temps de spectacle, pendant lesquels on peut exposer les gens à des situations thermiques désagréables, voire difficiles. Et donc, c'est un sujet. Alors, on a mis dans le même cas les publics et les agents d'accueil et de sécurité. Parce qu'en général, on a beaucoup vu ça à l'entrée des files d'attente au poste de contrôle, qui sont des lieux parfois semis sur la voie publique, donc sur lequel on a peut-être moins de maîtrise à équiper. Et pourtant, alors à la fois, ça peut être des situations qui peuvent être exposées, voire carrément dangereuses si ça dure très longtemps. Et en plus, ce sont les situations qui préparent l'état thermique des gens quand on va les récupérer. Alors je sais pas, du coup je prends l'exemple du Insane, j'imagine que ça peut être un peu pareil, mais du coup on a un cas peut-être plus typique que celui du GTP où on prend les gens à 35 et on les met ensuite à 21 dans le GTP. Dans un cas de festival musique actuelle, je peux très bien faire cuire les gens tout l'après-midi. Ils ont déjà bien cuit en zone d'attente, et puis après je les mets devant une scène et ils vont sauter. Et là je suis à peu près sûr qu'il y en a plein qui vont tomber parce que je les ai déjà préchauffés avant de les faire cuire, finalement. Donc, c'est un vrai sujet d'aller travailler sur les zones d'accueil, les zones d'attente, et de travailler. Donc, on a déjà parlé, par exemple, de l'habillement des agents d'accueil. Il y a un sujet sur l'habillement ou la protection on a parlé à Avignon de ce qu'ils appellent les guérites, les petites cabanes dans lesquelles on fait la billetterie, par exemple. D'avoir des lieux qui soient protégés, qui peuvent être éventuellement rafraîchis. Pour les agents de sécurité, parce qu'ils se trouvent dans les métiers de la sécurité, on est quand même plutôt beaucoup habillés et plutôt avec des habits un peu denses, un peu avec des grosses chaussures, avec des gros pantalons, etc. Et c'est de la sous-traitance. Donc souvent, on a un peu moins la main, quand même. Enfin, où ça peut se discuter dans le contrat de sous-traitance, peut-être. Voilà. Et j'en profite pour préciser également que moi, j'ai découvert à cette occasion, je ne le savais pas, mais depuis que je l'ai appris chez vous,
je le vois partout, l'âge des publics a une influence. Les publics plus âgés arrivent plus tôt. C'est pas de bol, c'est eux qui sont un peu moins robustes. Donc, il peut y avoir également un sujet lié aux habitudes, en fait. Des habitudes qui peuvent être en partie ajustées par de l'information, par des explications, par des messages préventifs ou des choses comme ça. Voilà. Cas numéro 3. Des questions sur cela? C'est bon? Toujours pas? Je déroule tout, hein, vous allez tout avoir. Le cas numéro 3, le matériel technique, qu'il soit en baie ou qu'il soit en extérieur. En fait, il y en a une pleine variété, et là, bon, les directions techniques sont évidemment plus compétentes que moi là-dessus, mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, il y a déjà des adaptations dans de nombreux cas. Un des plus visibles, peut-être parce que c'est un des équipements peut-être les plus fragiles, ce sont les écrans de surtitrage qu'on a vus soit à Avignon, soit à Aix-en-Provence. Bon, visiblement parce qu'il y en a déjà qui flanchent dans bien des situations. Donc on a vu des bricolages comme ça, et qui peuvent tout à fait être partagés, avoir une montée en compétences efficace là-dessus pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire. On voit que par exemple ici, on protège la partie écran du coup contre le rayonnement. On remonte à la thermique qu'on a vue plus haut. La partie du capotage noir ici, dans lequel peut-être il y a de l'électronique derrière qui peut chauffer par conduction, elle n'est pas protégée. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Est-ce que ça empêche la ventilation? Je ne sais pas. Mais on a vu beaucoup d'exemples et ce sont souvent des cas dans lesquels il y a en fait à la fois ces inquiétudes et des risques réels d'effondrement en cascade. On a eu un cas, je crois, où il y avait une combinaison dans un des théâtres. Dans une baie, il y avait un petit problème électrique qui accentuait la surchauffe, qui faisait que du coup le système de refroidissement tournait pleine balle sans arriver tout à fait à rafraîchir. Et ils avaient déjà eu un problème de la baie qui tombe en rade et qui pose problème sur une partie de l'éclairage. Donc là, il y a un sujet, il y a des classements d'appareils de robustesse à la surchauffe et des moyens d'installation, de combinaison. Là, je n'ai pas d'exemple d'une baie. Par exemple, la fabrication même des baies, c'est un sujet à part entière. Il n'y a pas que chez vous. On le trouve dans les lieux fixes, les endroits là où on installe le nodal, là où on installe tous ces appareils, toutes ces baies plus ou moins ventilées, plus ou moins climatisées. C'est un sujet thermique à part entière. Et dans vos situations, ça peut être particulièrement exposé. Donc il y a plein de sujets autour de la stabilisation des environnements, du fait de favoriser les transferts thermiques. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le cas thermique numéro 2. D'accord ? Comment est-ce que je refroidis un appareil? Aujourd'hui, dans le spectacle, on fait par exemple très peu de refroidissement hydraulique des appareils ou des baies, alors que c'est quelque chose qui est très courant, par exemple, dans le jeu vidéo. Pourquoi pas se dire, dans un sujet de R&D, plus tard, on aura des problèmes de surchauffe sur les baies techniques. Est-ce que ça vaut le coup de s'équiper en refroidissement hydraulique, etc., etc. Donc là, cette fois, on fait de la visite ou du spectacle. Donc on a mis visite ou spectacle parce qu'il y en a chez vous qui font du spectacle vivant. Il y en a chez vous, c'était le cas à Arles, qui font plutôt de la visite. J'entre dans un lieu et c'est le moment où j'ai passé la porte d'entrée d'une certaine manière. C'est le moment où on se retrouve dans des lieux. Alors c'est particulièrement marquant dans vos lieux, enfin en tout cas dans ceux qu'on a vus et puis dans d'autres parce que j'ai vu quand même quelques vidéos des événements que vous pouvez organiser. La beauté de beaucoup de festivals, c'est d'arriver à faire de la musique ou du spectacle dans un endroit qui n'est pas fait pour. Bon, donc on essaie de s'en accommoder de ce truc-là, mais comme c'est pas fait pour, des fois c'est vraiment pas fait pour. Donc on peut faire vivre au public une expérience plus ou moins intense, plus ou moins. Alors c'est pas parce que ça peut être un inconfort objectif que c'est pas agréable. On distingue le confort et la volupté chez nous dans notre manière de travailler. Mais il y a des cas qui peuvent être compliqués. Donc je reprends là, j'ai pas remis la photo, mais il y a le cas de Ground Control qu'on a évoqué au début, où vraiment on entre dans un lieu qui est vraiment une espèce de four à rayonnement. Il y a le toit qui tape, qui arrose à 70 degrés, et on ne peut rester qu'un certain temps là-dedans. Donc là,
on a listé un certain nombre de dispositifs. Là encore, le fait de comprendre le phénomène majeur qui caractérise le comportement thermique du lieu, c'est important pour pouvoir proposer des solutions, que ce soit des ombrelles, que ce soit des choses qu'on commence à faire finalement. Alors ça, c'était à Aix. Et celui-là, je crois que c'était à Arles. Je ne sais plus où c'est ça. C'était à Arles. C'est Avignon, Avignon, il y en a une comme ça, il y en a à Arles aussi. Voilà. Et ça c'était Aix, c'est sûr. Voilà. Et on voit très bien, en fait, les gens, naturellement, ils font ça. Hein. Donc ça peut se fabriquer. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans le là, ça c'est Arles. Hein. Ils se mettent dans l'ombre qu'il y a. Bon, il n'y a pas la place pour tout le monde dans celui-là. mais c'est exactement le genre de choses que l'on peut organiser dans le lieu de spectacle, soit avec des dispositifs fixes, soit avec des dispositifs mobiles. Pascal, j'ai une question, pardon, à cet endroit-là, très pratico-pratique, sur l'arrosage. Oui. Est-ce que ça marche sur tous les types de revêtements et est-ce qu'il y a un sujet quand il y a des arbres ou justement des systèmes d'ombrage où justement on fait stagner la chaleur plutôt qu'elle ne s'évapore? C'est quoi comment on comprend bien comment il faut arroser et où il faut arroser? Alors, en fait, ce qui refroidit, c'est l'évaporation. Donc, c'est le fait de mettre de l'eau qui s'évapore. Donc ça nous sert, ça peut nous servir à faire chuter la température de certaines surfaces, par exemple avant une entrée publique, par exemple avant que les techniciens interviennent sur un plateau. Il faut faire gaffe évidemment au risque électrique, à des choses comme ça, d'accord? Donc la condition, c'est celle-là. Après, effectivement, les conditions pour que ce soit efficace et que ça se traduise par une sensation améliorée pour les gens qui vont passer dessus, je fais gaffe au vocabulaire. Il faut qu'il y ait un balayage suffisant. C'est-à-dire, alors, et là, il n'y a que l'expérimentation qui peut aider. Mais par exemple, le cas qui n'irait pas bien, c'est j'arrose le sol, ça s'évapore, mais on revient à l'histoire d'humidité relative. Il n'y a rien pour évacuer l'humidité. En fait, on a fabriqué une espèce d'ambiance tropicale dans un cloître, par exemple. Et ça, en fait, ça peut fabriquer une sensation qui est soit équivalente, soit pire que ce qu'on avait avant d'arroser. Parce qu'on a fait monter l'humidité relative, ce qui est plutôt quelque chose qui augmente la sensation de chaleur, même si on a fait baisser la température d'air. Mais là, ma foi, avec l'expérimentation. On pourrait faire des calculs de la théorie, mais en vrai, il faut essayer. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, en revanche, tous les types de revêtements sont propices. Même un plateau hormis risque électrique, risque de glissade, les risques mécaniques, les risques que vous connaissez, tant que ça évapore, ça refroidit. Vous pouvez tout à fait arroser des guérites. Et avant d'arroser les objets, il vaut mieux arroser les gens. Là, je crois que je l'ai pas remis l'exemple, mais on a fait, vous le verrez dans le rapport, on a fait une expérience justement à Grande Contrôle de chemise mouillée, de chemise imbibée, où la température chute de 14 degrés. C'est-à-dire la température de la chemise a diminué de 14 degrés. Donc c'était moi, ça va, j'expérimente sur moi. On ne prend pas des cobayes humains hormis nous-mêmes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être, alors il faut que je fasse le calcul de tête, je ne me souviens plus à combien on était, mais comme ma chemise avait une température diminuée de 14 degrés, le résultat est exactement le même que si j'étais rentré dans un air à une température inférieure de 14 degrés. Et donc ça rendait la visite tout à fait jouable. En plus, ils avaient mis des gros ventilateurs géniaux dont ils ont le secret. Vous en avez à plusieurs endroits. Donc, on accentuait l'évaporation. C'est vraiment un super outil. C'est un climatiseur extrêmement puissant. Il y a plein d'endroits où on parle de ce qu'on appelle le rafraîchissement adiabatique dans les bâtiments, plutôt que de climatiser. C'est exactement ça. Le rafraîchissement adiabatique, c'est évaporer de l'eau. Donc, le faire de manière artisanale, ça peut tout à fait fonctionner. À un moment, ils le font régulièrement sur le Tour de France, par exemple. Tour de France, on sait que les gens poireautent pendant des heures au bord de la route sans vraiment prendre soin. Il y a des cas où les pompiers passent et arrosent la foule juste pour éviter qu'ils calanchent. Hein. On n'est pas obligé de le faire de manière aussi radicale. Hein. Le cinquième cas archétypal, donc c'est celui des œuvres ou des objets sensibles, donc avec le vaste sujet de la conservation.
Donc, on en a parlé un petit peu, c'est beaucoup une question de maîtrise et de température et d'humidité relative et encore plus que ça, d'évolution plus ou moins rapide de ces conditions. Donc là, d'évoquer les chocs. Il y a des cas particulièrement compliqués. Alors, on en a parlé beaucoup à Arles. Quand on couple ça avec le cas numéro 5 qu'on a vu, qui est le bâtiment patrimonial, ou le bâtiment ancien, donc à Arles, vous avez ça avec l'espace Van Gogh au rez-de-chaussée, ces bâtiments patrimoniaux sont souvent eux-mêmes des objets qui ont une relation à l'humidité un peu particulière et très caractéristique. Donc, quand on met des objets sensibles aux conditions hygrométriques dans un bâtiment qui a un comportement très marqué du point de vue de l'hygrométrie, ça crée des phénomènes qu'il vaut mieux comprendre pour éviter les insatisfactions. Voilà, je vais le dire de manière gentille. On en avait beaucoup parlé à l'époque où on y était passé. Donc, vous verrez certains approfondissements. Il y a une ressource également en anglais qu'on a mise, qu'on a redécouverte par la suite, mais qui est vraiment passionnante sur tous les sujets de conservation. Alors, j'ajoute quand même, j'en remets un coup, c'est que on rajoute encore une couche de difficulté, c'est que, en fait, tout ce qui a trait à la conservation, globalement, l'idéal, c'est une cave dans laquelle personne ne rentre jamais. Le cas typique, c'est la grotte de Lascaux. Quand elle a été, tout le temps qu'elle a été non découverte, il n'y avait pas de problème. Du moment où on a fait rentrer du monde dedans, alors on crée des flux d'entrée-sortie. Et ça introduit un phénomène encore plus compliqué. Donc, à Arles en particulier, je ne sais pas si vous souhaiterez partager cette question, mais on a évoqué la question justement de caractériser les lieux, en fait, de faire une cartographie quand on a un sujet comme ça, de mettre des objets sensibles dans certains lieux, d'avoir vraiment une cartographie précise des caractéristiques naturelles du lieu et de la capacité qu'on a, avec les équipements en place, à le piloter ou pas. Et en fait, à mettre les bonnes choses au bon endroit, ou ne pas mettre les choses au mauvais endroit. On a eu un sujet un peu similaire, on en a parlé à Aix-en-Provence, au GTP, avec l'histoire de programmer des spectacles à 15 heures, ce qui peut avoir des tas de justifications, bien sûr. Mais la formulation qu'on avait retenue pour parler de ça, c'était il y a des endroits où on va plus ou moins chercher les ennuis, en fait. C'est-à-dire on peut, pour peu qu'on ait décortiqué les situations, se dire là, ça semble pas idéal. On va essayer de le rattraper, mais ça semble pas idéal. Et en fait, plus on va aller vers des situations dégradées, plus ça va être difficile de contrôler ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec le cas du spectacle à 15 heures? On a parlé des files d'attente des publics quand il fait chaud. Quand on fait une programmation à 15 heures, en fait, on sait qu'on va amener des gens dehors à 14 heures. Donc, finalement, on peut anticiper qu'on les met dans une situation plus difficile. C'est pas pour ça qu'il y aura des problèmes, mais c'est forcément plus compliqué qu'à 20 heures. Donc après, ça passe pas. Mais plus les situations se dégradent, plus les marges de manœuvre se réduisent. Là, on a un peu des sujets similaires sur les lieux, et je crois qu'on a mis dans le même sujet, les objets sensibles, les instruments de musique. Pour celles et ceux qui accueillent des musiciens qui peuvent parfois, souvent quand c'est des grands musiciens, avoir des instruments avec qui valent un peu plus qu'un appartement parisien. Bon, il peut y avoir un sujet de qu'est-ce que je fais subir à cet instrument? Du plus soft, d'une certaine manière, c'est-à-dire, est-ce que ça va être jouable? Alors, je sais pas, je prends un exemple parce que j'ai vu des fois des vidéos à Juan-les-Pins. Je ne sais pas si c'est un fantasme, mais vous jouez au bord de la mer, si je ne me trompe pas. J'ai des collègues accordéonistes qui ont joué chez vous. Et des fois, je me suis dit, ouais, je sais pas si je serais serein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais les instruments peuvent devenir capricieux dans telle ou telle situation, devenir plus ou moins jouables. On nous a parlé des tensions des archets de violon, par exemple, qui évoluent avec l'humidité, jusqu'à avoir de la casse si on a des chocs un peu violents, en particulier au niveau de l'humidité relative. Voilà, vous aurez quelques courbes de température, je crois qu'on les a mises, quelques courbes de température et d'humidité. Oui.
Pascal, j'avais une question. Tu parles des œuvres. Moi, j'ai travaillé au Festival d'Aix pendant des années aux ateliers du festival. Ils construisent des œuvres, entre guillemets, avec les décors. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé entre les matériaux utilisés, le fait que justement, ça peut subir la chaleur, donc s'abîmer, parce que normalement, c'est censé tourner, tenir, etc. C'est un sujet abordé ou pas? Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé sous cette forme, mais on en parle à 2 endroits qui viennent juste après. Mais D'accord. pas sous cette forme, pas du point de vue de la fragilité, si c'est ce que je comprends. Ouais. On l'a pas abordé, ils nous ont pas mentionné avoir des inquiétudes là-dessus. Sur le fait que ça puisse vieillir, que ça puisse, je sais pas, pourrir, avoir des champignons, je sais pas, je l'ai pas entendu. Bon, c'est déjà arrivé, mais c'était peut-être pas dû à la chaleur. D'accord, ok. Mais tu verras qu'il y a 2 endroits où on reparle de ces décors et des habits. Donc ensuite, on a quand même mis un sujet sur les permanents dans les bureaux et les ateliers. Alors pour 2 sujets, alors d'abord parce que pour les conditions de travail, c'est-à-dire pour le fait d'avoir la capacité à se fabriquer des conditions de travail agréables, vivables. Donc là, on est vraiment en plein dans le sujet de la qualité de vie au travail et quand ça se dégrade, de l'accumulation de fatigue, des erreurs, etc. Et puis beaucoup sur ce champ qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui de ce qu'on appelait la culture annuelle, justement. C'est-à-dire, c'est vraiment les bureaux et les ateliers, comme vous les occupez à l'année, c'est l'endroit où vous pouvez prototyper. C'est-à-dire, c'est pas en arrivant sur l'événement que vous allez vous constituer les réflexes de compréhension des phénomènes thermiques. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour expérimenter. Et puis, il y a moins la pression de, il y a la date, il faut vite faire un changement. Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes temporalités, c'est pas du tout les mêmes contextes. Et ce sont des permanents. C'est-à-dire, ce sont des gens avec qui on peut construire une culture, expérimenter, aller doucement. Bon, sauf quand c'est votre chaudière qui claque, à ce moment-là, vous subissez le tempo, quoi. Il faut y arriver. Mais c'est vraiment là que beaucoup de choses se fabriquent. Donc, on a appelé ça construire une culture du confort sobre. Okay. Et avec, on a mentionné celui-là, ça c'est à Arles, je crois. Je cite souvent cet exemple maintenant, qu'on l'a vu. Donc à Arles, ils ont mis, je ne sais pas combien de ventilateurs vous avez, mais vous en avez beaucoup, beaucoup. Et en fait, il y a souvent un travail, vous verrez beaucoup autour de vous. Il y a classiquement dans les bâtiments ce qu'on appelle les installations bâtimentaires. Donc les réseaux de ventilation, les climatisations, etc. Les choses qui sont attachées au bâtiment. Et puis, toute la famille, je crois, peut-être on en a vu à d'autres endroits, les climatiseurs mobiles, les ventilateurs qu'on pose sur les bureaux, les trucs qu'on va acheter, les radiateurs qu'on va acheter un peu en urgence sur phase de bricolage, etc. Et en fait, il y a une zone entre les deux, qui est une zone peu explorée et qui a beaucoup d'intérêt, qui est celle de l'accessoire pérennisé. C'est-à-dire de se dire, là par exemple, ça c'est un ventilateur, donc c'est pas bâtimentaire ce truc-là, c'est pas un architecte qui va vous installer un truc pareil, mais il a été vraiment intégré et il est mis de manière définitive pour améliorer la situation de travail. Donc il n'est pas non plus, c'est pas non plus le ventilateur bas de gamme qu'on pose sur le bureau et qu'ensuite on ne sait pas où le stocker et qui prend de la place dans les placards et qui est mis plus ou moins à l'arrache. Okay. Et en fait, c'est intéressant ce truc-là parce qu'il y a quelque chose à se dire, on sait qu'il y aura des vagues de chaleur. C'est pas la peine de se dire il risque d'y en avoir, il y en aura. Vous allez travailler pendant des vagues de chaleur, il y aura des canicules pendant vos événements, donc il y a moyen de stabiliser des organisations. Okay. Et c'est encore plus intéressant donc on a beaucoup mis d'images de ventilateurs parce que il y a un peu deux familles, deux stratégies standards. Une fois qu'on a compris les phénomènes liés au confort en situation chaude, on voit qu'il y a 2 paramètres très importants. Il y en a un qui est la température. Et quand on se dit il fait trop chaud, il faut que je baisse la température, on achète une clim. Ce qui marche pas très bien, finalement, qui est moins efficace que de se dire j'ai une trop grande charge thermique, il faut que j'augmente la vitesse d'air. Et pour ça, j'ai tous les dispositifs qui consistent à ventiler, brasser, etc. Donc sous différents formats. Mais toutes les stratégies de vitesse d'air, on voit qu'elles ont été plutôt spontanément mises en place dans les endroits qui sont soit complètement ouverts, c'est-à-dire le théâtre de l'Archevêché, pour ça il est typique,
c'est une cage de scène dans laquelle les gens ont installé du ventilateur parce qu'ils ont dit mais on est à l'extérieur, on ne peut pas climatiser. Soit en des endroits où on est plus, là, cela était à Arles, je pense que c'est pas un hasard, parce que vous allez plus naturellement à Arles vers des choses peut-être plus simples, moins techno, et donc vous avez beaucoup de ventilateurs et finalement peu de clim. Or, la vitesse d'air, c'est vraiment un outil génial. On considère, nous, aujourd'hui, en interne chez Incube, que jusqu'à 30 degrés, il n'y a pas besoin de climatiser. 30 degrés plus de la vitesse d'air, ça reste tout à fait vivable. En revanche, donc, alors il y a un endroit dans le rapport, je crois, où on vous a mis des calculs un peu plus approfondis, où on voit très bien que si on ne met pas de vitesse d'air, l'exemple typique de ça, c'est le GTP, Grand Théâtre de Provence, qui est très climatisé, et où il n'y a pas un pet de vitesse d'air. Il n'y a vraiment pas de courant d'air du tout, pour des histoires de bruit, pour des histoires de confort, etc. Mais du coup, l'air est complètement immobile, ce qui fait qu'en fait, dès qu'on monte à 24-25, on commence à avoir vraiment chaud. Alors que, en tout cas thermiquement, il suffirait de mettre un peu de vitesse d'air, qui serait de l'ordre du courant d'air à peine perceptible, pour qu'on puisse monter assez facilement à 28. Pascal, sur les ventilateurs, il y a toujours ce mythe de savoir faut les mettre face à la fenêtre, face à la fenêtre, etc. Non, il faut ventiler les gens. On ventile les gens avant les bâtiments, toujours. Donc face personne, quoi. Face poste de travail. Ouais. Okay. Et en mouillant la chemise. Ouais, c'est toujours. Les stratégies générales sont toujours de. Alors déjà, manipuler de l'air pour transférer de la chaleur, c'est toujours inefficace. Ça vaut presque à de moins efficace. Et dès le début, c'est pour ça qu'on commence par de la thermique humaine, on commence par augmenter la robustesse des gens. Et après, c'est pour ça que le 5e sujet, on a mis stockage des stockages. Ça, c'est manipuler le stock de chaleur et de fraîcheur des bâtiments. Mais c'est un autre sujet, c'est moins immédiat. Cas numéro 7, les artistes en jeu ou en répétition. Donc les artistes sont des gens en situation de travail qui doivent aller dans des situations particulières, avec une particularité. Dans le spectacle vivant, c'est le costume. Alors celui-là, il est particulièrement gratiné quand même. Je suis content qu'on l'ait eu. Mais tout ça pour dire que c'est une des rares situations, en fait, quand on est artiste sur le plateau, où on ne choisit pas ce qu'on porte. Or, un de nos premiers mécanismes d'adaptation, quand on en est libre, c'est de choisir nos habits. Ça, c'est un artiste à Avignon avant le jeu. Il s'était mis là, il avait un plaid pour se mettre en confort. Et c'est là que donc on peut évidemment parler des adaptations de planning, des conditions, les sujets qu'on a vus sur le travail, sur l'augmentation des vitesses d'air. Bien entendu, c'est un sujet. On en a parlé aux ateliers de Venelle, par exemple, où il y a des grands locaux qui servent de salle de répétition pour pas avoir à répéter dehors, qui sont des lieux où il n'y a pas de vitesse d'air non plus. On peut tout à fait mettre du brassage, même sur du grand volume, ça se fait tout à fait. Et il y a un sujet donc qu'on a mentionné à Aix-en-Provence, qui est celui de se dire, mais en fait, dans les structures qui ont comme ça la maîtrise des costumes, à Aix-en-Provence, ils font leur production, donc ils fabriquent leurs costumes. Il y a moyen de faire de l'ingénierie thermique dans du costume. Alors, sans aller jusqu'à des costumes de cosmonautes en se disant à mettre des systèmes de rafraîchissement à l'intérieur, mais quand bien même, pourquoi pas. Il y a des tas de règles de conception du vêtement, qui reflètent la thermique humaine, en fait, qui sont aujourd'hui, a priori, pas intégrées, parce que c'est un métier à part et que c'est pas la culture, mais qui peuvent tout à fait se prévoir. C'est-à-dire de dire, est-ce que je sais faire un costume comme celui-là, de manière à ce que je puisse jouer confortablement en plein soleil par 35 degrés. Pour un type comme moi, c'est un challenge excitant. Je conçois que ce ne soit pas le trip de tout le monde. Mais c'est à la fois envisageable et surtout, il y a plein de choses à faire parce que c'est un terrain entièrement vierge. On a évoqué aussi à Aix tout ce qui est perruque et coiffure. Parce qu'on est là sur vraiment des accessoires qui se mettent sur la tête, qui est un organe thermique très important avec une régulation particulière, sur laquelle on est très vite en inconfort. Et il y a plein de mécanismes qui existent pour pouvoir drainer la transpiration, améliorer le confort, améliorer la gestion de l'humidité, etc., etc. Donc là, c'est une partie de la réponse
à la question que tu avais évoquée sur ce qu'on fabrique dans les ateliers et la manière dont on peut le rendre plus robuste à ces situations. Le cas numéro 8, c'est celui, alors on appelait ça les équipes, on n'avait pas dit qu'on changerait le terme d'ailleurs, j'ai un doute, les équipes artistiques, je ne sais plus. Les équipes techniques auprès des artistes et autour du spectacle. Alors en fait, cette catégorie-là n'était pas envisagée au début et ça nous est venu après une discussion, donc on explique dans le document, avec entre autres une maquilleuse à Aix-en-Provence, où on a assez longuement creusé ce sujet de comment ça devient de plus en plus compliqué d'être maquilleuse quand il fait chaud. Parce que il faut conserver les produits, que les produits doivent s'appliquer à une certaine température et que s'il fait trop chaud, ça dégouline. Si les comédiens, les comédiennes transpirent, ça dégouline. Il faut faire des retouches plus souvent, etc., etc. Donc il y a tout un sujet en fait qu'on a retrouvé également dans les buanderies. Donc il y a dans les buanderies, je crois qu'on a une photo là, voilà. Les buanderies, qu'elles soient semi-permanentes ou carrément mobiles, ce sont des endroits compliqués parce qu'on y manipule de la chaleur, on fait beaucoup de nettoyage, de défroissage, d'utilisation de vapeur, etc., dans des locaux qui souvent ne sont pas prévus pour. Donc on accumule beaucoup, les gens travaillent. Ce sont des lieux qui sont compliqués. Ici, on en a un exemple, ça c'est au gymnase Mistral, ça se trouve dans un des vestiaires, c'est la buanderie qui est installée. Donc on a, comme un peu partout, hein, une défroisseuse à vapeur, il doit y avoir un lave-linge qui traîne quelque part, etc. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des lieux qui sont quasiment des lieux de process. On serait dans une... quand on est soit dans les salles de spectacle, soit dans des crèches, par exemple, on considère où il y a beaucoup de lessives qui sont faites, dans les hôpitaux, on considère que ce sont des lieux de process. C'est-à-dire dans lesquels il y a des dispositifs spécifiques pour extraire la chaleur produite par ce qu'on doit y faire. C'est en général pas le cas. On l'a même vu un petit peu ici, hein, finalement, qui est quand même une pièce de très grand volume qui se trouve au Palais des Papes, dans lesquelles il y a quand même un peu de buanderie. Alors, il n'y a pas du lavage, mais je crois qu'il y a du défroissage qui se fait à cet endroit-là, là, en dessous, où on sent, en fait, quand on a un peu d'expérience, on sent qu'il y a eu de la charge thermique qui s'est accumulée. Donc là, il y a un enjeu à travailler spécifiquement sur les conditions de travail, les locaux et le fonctionnement énergétique de ces équipes qui sont, alors c'est le terme qu'on a trouvé, quoi, tout ce qui est costume, maquillage, coiffure, dont le travail lui-même devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les températures grimpent et que les locaux dans lesquels on met leur local de travail n'est pas spécifiquement adapté. Parce qu'il y a toujours de la charge, en fait. Le cas numéro 9, c'est l'autre cas auquel je pensais quand on parlait des décors, c'est celui de l'interface entre les installations artistiques et les installations bâtimentaires. Alors, on en a mis deux exemples. Il y en a un, ça ce sont les cimaises à l'église Sainte-Anne d'Arles. Et ça, c'est un des décors qui se trouve au théâtre de l'Archevêché. Mais on l'a en fait dans tous les théâtres, hein, qu'on fasse, quel que soit le spectacle qu'on fait. La question est la suivante, c'est que je mets ici un dispositif qui est quasiment un dispositif bâtimentaire, c'est-à-dire je refabrique une pièce, je recloisonne d'une certaine manière, et cet objet important va modifier et les flux naturels dans le bâtiment, et éventuellement les comportements, le fonctionnement des dispositifs bâtimentaires. Là, c'est pas le cas, je crois. C'est pas le cas à l'Archevêché, il n'y a pas de ventilation, mais vous êtes dans n'importe quel théâtre, il y a des bouches de soufflage et des bouches de reprise, d'aspiration de l'air. Si je mets un décor là devant, alors je ne vais plus pouvoir arroser le plateau, par exemple. Et donc, en fait, j'arrive à cette situation où des locaux qui pourraient être robustes à la surchauffe parce que j'ai un dispositif de traitement de l'air qui pourrait suivre, du fait que j'y pose un décor peut-être qui n'a pas été adapté et pensé pour s'interfacer, peut-être en mettant une grille comme celle-là, par exemple, va faire que, en fait, j'ai refabriqué une pièce qui est étanche à l'air et dans laquelle je vais avoir très chaud. Donc, il y a une question de l'interfaçage, de la manière dont les équipements de taille importante
vont venir interférer et dialoguer avec les bâtiments dans lesquels je les installe. Ici, je crois qu'on en a parlé à l'église Sainte-Anne pour les tirages naturels aussi, en partie parce qu'on avait trouvé ce fameux escalier aux pigeons, dans lequel il y a une cheminée naturelle en fait à l'église Sainte-Anne. Et donc toute la question est de comment, et c'est également ce que vous aviez tenté de faire avec vos gros ventilateurs, d'orienter les flux naturels par rapport à votre scénographie. Vous aviez essayé aussi à grande contrôle. Donc instinctivement, et ça je peux le redire, c'est quelque chose qui est très frappant aussi dans tous les lieux où on a vu, dans tous les lieux qu'on a vus, c'est vous avez tous bon à 80%. Souvent, il ne faut pas grand-chose, en fait. Il manque les 10 ou 20% qu'il faut pour optimiser, pour aller rechercher, pour ne pas dégrader le truc qui manque. Mais il y a énormément de choses qui vont dans la bonne direction, qui sont des bonnes idées qui peuvent être amplifiées, etc. etc. Donc ça, voilà, ça pour le coup, c'est un peu de la culture de conception. C'est-à-dire, alors encore plus, j'imagine peut-être quand on conçoit des spectacles qui tournent, s'ils sont appelés à aller dans d'autres lieux, il peut y avoir un vrai sujet d'ingénierie, en fait. De ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on appelle en architecture une boîte dans la boîte. Et donc, les boîtes dans la boîte, la question qui se pose toujours, c'est celle de l'interfaçage. On travaille actuellement avec une scène de jazz qui se trouve à Reims sur un concept qu'on a appelé le Bernard l'ermite. C'est-à-dire le fait le Bernard l'ermite, c'est quoi? C'est un animal qui vient coloniser les coquilles abandonnées. Et en fait, ça peut tout à fait être ça, de se dire, là, j'ai un dispositif qui est un dispositif de spectacle qui va devoir se déplacer à certains endroits. De quelle manière est-il autonome à l'intérieur de sa boîte à lui? Et que doit-on prévoir comme traversée, comme interface avec la boîte pour que les choses se passent bien? Et puis, vous avez un sujet transversal qui est comprendre les bâtiments patrimoniaux. Alors, bâtiment patrimonial, on a considéré que c'était globalement un truc plutôt lourd, plutôt ancien, sur lesquels on n'a pas trop le droit de faire des trous dans les murs, parce qu'il y a un problème de monument historique. Et en fait, du point de vue des thermiciens, souvent on considère ces bâtiments comme étant des choses qui ont trop de personnalité pour qu'on puisse espérer les bousculer. C'est un peu ça le critère, c'est-à-dire que, surtout quand on y vient de manière temporaire, c'est qu'on ne peut pas utiliser de dispositifs lourds pour modifier en profondeur le fonctionnement de ces lieux. Il y a vraiment intérêt à comprendre comment ils fonctionnent et aller dans leur sens, parce que, en fait, c'est toujours eux qui gagnent. On le voit à Sainte-Anne, on le voit assez bien. La première chose qu'on nous a dit à Sainte-Anne, à Arles, c'est qu'on a une espèce d'ambiance un peu tropicale quand on entre là-dedans, parce qu'il fait chaud et humide. Et normalement, ce sont plutôt des lieux, ces églises-là, qui sont plutôt naturellement frais. Si on va dans leur sens, ils en ont la capacité. Mais si on ne va pas dans leur sens et si on ne les aide pas, par exemple ici, à conserver ce grand stock de fraîcheur, alors ils vont en sens inverse. Ils peuvent devenir vraiment très invivables. Donc, en plus, bon, à Sainte-Anne, il y a cette particularité d'avoir ici des ouvertures qui prennent beaucoup le soleil là en haut. Donc c'est un sujet qu'on avait abordé. Mais les bâtiments patrimoniaux, ils ont vraiment cette caractéristique. On en parle pour le Louvre là en ce moment, qui se dégrade beaucoup. C'est que la stratégie adéquate, en plus en matière de surchauffe, c'est plutôt des alliés, sauf si on va contre leur sens. On a le cas aussi à Arles avec le rez-de-chaussée de l'espace Van Gogh, qui est très patrimonial, qui a un comportement naturel très marqué, et avec lequel les équipes se battent un peu avec des déshumidificateurs, avec des appareils, parce que c'est compliqué, quoi. Il a un caractère très fort. Donc ça, souvent, ça commence par essayer au maximum de comprendre comment il fonctionne. Et vous avez quand même un atout dans les structures qu'on a vues, c'est que la plupart de ces lieux, vous les connaissez depuis longtemps. Donc vos équipes les connaissent. Alors c'est quelque chose aussi qui est spécialement marqué, on l'a vu à Avignon, en tout cas au Cloître des Carmes par exemple, l'équipe reste depuis très longtemps. Ils connaissent parfaitement le lieu, ses caractéristiques naturelles, son fonctionnement. C'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer en fait pour se constituer une culture. Et ce sur quoi on a insisté, vous verrez dans le rapport, c'est le fait que cette connaissance fine des lieux, de leur potentiel, de ce qu'on peut y faire, elle ne soit pas seulement de la culture orale qui reste au niveau de l'équipe des lieux,
mais on ait la capacité de la faire ressortir au niveau de l'organisation avec, par exemple, des fiches lieux. Il y a un endroit, on a mis un exemple de fiche lieu pour dire, voilà, ce lieu, il fonctionne de telle manière, voilà ce qu'il faut y faire, voilà ce qu'il ne faut pas y faire, et qui devient en fait votre patrimoine pour se dire là, encore une fois, pour alimenter cette histoire de procédure et de détection de risque, pour dire dans tel lieu, attention, quand on passe dans telle situation, il ne faut plus aller travailler à tel endroit, il faut, etc., etc. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans le rapport générique. Et donc, il y a trois, je les ai montrés quand même. Et voilà, après, je me tourne vers Coffice, mais je sais que vous êtes plutôt dans une démarche de faire circuler l'info, etc. Donc, ces rapports qui sont pour le moment dans un état intermédiaire, parce que ce qu'on s'était dit, c'est qu'il fallait ensuite, une fois que le rapport générique était finalisé, ce qui est le cas là maintenant, que les équipes des trois lieux, avec le rapport générique et leur rapport, puissent finaliser eux-mêmes, voir ce qu'il fallait ajuster dans les rapports spécifiques. Et donc, ceux-là aussi vont être figés à un moment. Et franchement, dans ces 4 documents, vous avez un truc qui est unique. Moi, je trouve que c'est top, quoi. Il y a de quoi écrire un bouquin. Enfin, d'abord, ça fait quasiment un bouquin, puisqu'ils font chacun 30 pages. Ça va. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et avant, peut-être qu'on discute encore quelques minutes, il y a quand même un point sur lequel on a insisté dans le rapport générique, c'est que toutes ces choses-là sont... c'est pas simple et ça prend du temps. On est vraiment dans le domaine de la culture et de l'apprentissage. Ça prend du temps d'implémenter et de capitaliser et de cheminer sur ces sujets-là. Il ne faut pas espérer avoir tout bon dès la prochaine édition. C'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux se prendre un ou deux petits chantiers, se dire ça, voilà, ça c'est un sujet qu'on peut essayer l'année prochaine. Le creuser, le mettre en place, se faire une expérience satisfaisante, capitaliser dessus pour ensuite aller plus large. Vous avez encore, comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, ou presque en place, qui existent, sur lesquelles vous pouvez beaucoup capitaliser. Encore plus si vous commencez à les croiser chez les collègues. Donc, il y a de la marge. Prenez le temps. Prenez le temps d'être robuste sur ces sujets-là. C'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à lire les docs. On verra avec les 3 petits concernés. Ce serait bien, moi je le dis comme ça, ce serait intéressant que ça puisse être partagé entre d'autres festivals, des rapports individuels. Voilà. Est-ce que tu peux bien couper le partage comme ça, merci. Voilà qui est fait. Ouais. Déjà, je voulais remercier Pascal quand même et Incube pour le travail impressionnant qui a été réalisé. Ça avait été annoncé dès le début, on sait qu'on va trouver des choses, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Je sais que c'est pas rassurant. Ça faisait un peu peur, effectivement, au lancement du projet, mais le résultat est là, selon moi. En tout cas, j'espère que c'est partagé par les 3 festivals, en tout cas les plus concernés. Je pense que pour les autres, évidemment, il y a certainement beaucoup de choses à aller chiner, je dirais, dans ce guide. Donc, c'est certainement un apport complémentaire pour ceux qui nous ont posé ces questions-là. Donc, merci beaucoup, Pascal, et bravo pour ce travail vraiment de très grande qualité. Et je confirme que moi qui ai regardé les différents rapports et qui était présente aux différents rendus, je vois qu'il y a en filigrane plein de choses qui pourraient être portées collectivement à l'endroit du COFIS et effectivement des enjeux un peu d'envergure plus importants. On a parlé au niveau du Festival d'Aix, par exemple, de la recherche-développement sur la question du costume, qui pourrait être un enjeu assez important à apporter pour le Festival d'Aix, mais chacun d'entre vous pourrait être amené aussi à piloter des expérimentations un peu précises en fonction de vos contextes. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer et surtout à nous solliciter si vous voulez qu'on porte le mouvement. Est-ce qu'il y a des questions pour creuser certains points présentés par Pascal ? Oui, pardon, je suis toujours là parce qu'au final, ma réunion suivante s'est annulée, donc ce qui était très bien. Nous, on a, mais je ne sais pas si ça peut intéresser tout le monde. En fait, on a commencé un petit peu à regarder justement ce qui se faisait, ce qu'on pouvait trouver comme EPI, c'est-à-dire se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut fournir comme équipement à nos équipes pour mieux supporter la chaleur. Donc, c'est vrai que l'été dernier, on a profité, si je puis m'exprimer ainsi, de la deuxième grosse vague de chaleur du mois d'août pour tester des serviettes rafraîchissantes.
Et voilà, en tout cas, là, on s'est un peu mis en ordre pour rechercher des équipements qui, pour nous, relèveraient quasiment de l'EPI, finalement. Donc, je ne sais pas si ça peut être intéressant de on peut partager un peu nos recherches. Je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs qui ont déjà entrepris ce type de recherche, mais ça peut être intéressant de dialoguer sur des outils plutôt de prévention. Voilà. Alors... moi, je confirme que c'est un sujet qui nous intéresse aussi pour Jazz Agent, le choix des bons fournisseurs, des bons équipements et pourquoi pas la mutualisation. Oui. Alors nous, oui, on va ce festival de Marseille, oui, on va investir dans les serviettes rafraîchissantes pour tous nos salariés qui travaillent en extérieur. Et on a acheté des kits de douche qui, à l'origine, sont solaires. Vous savez, c'est des douches Quechua qu'on suspend, qui sont solaires, mais en fait, on les met pas au soleil, on les remplit d'eau fraîche. C'est très mobile, très pratique, ça se suspend partout et ça permet de se rafraîchir. Alors, hormis la consommation d'eau, qui est un problème en forte chaleur, puisqu'on a tendance à utiliser plus d'eau pour... voilà, c'est un mal pour un bien, je ne sais pas. Et voilà, on utilise ça et ça, on peut facilement le mutualiser aussi. Hein. J'en profite. Du coup, j'en profite. Vous verrez que c'est aussi dans le rapport générique. On insiste souvent sur le fait que c'est essentiel de coupler. Il y a la question du matériel et la question de la procédure qui va avec, de la manière de le distribuer et de l'usage adéquat. Alors, l'exemple qu'on donne souvent, on donne souvent sur l'hiver, c'est le plaid. C'est une chose de donner des plaids. C'en est une autre de faire en sorte que l'hiver, qu'il soit utilisé de manière adéquate, de la manière la plus efficace. C'est pareil pour les dispositifs. Il y a une manière. C'est plus de la moitié du boulot en fait, de les mettre aux bons endroits avec les bonnes procédures, d'avoir verrouillé également tous les. C'est une première chose que j'avais demandé à Agnès, je crois, quand tu m'as dit que vous avez utilisé les serviettes, ça a été pour la lessive. C'est-à-dire mettre des serviettes, ça veut dire qu'il va falloir les laver. Donc s'il va falloir les laver, ça va être de l'orga, etc., etc. Donc il y a toute l'organisation qui va avec. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Il ne faut pas se planter là-dessus parce que on peut très bien avoir le bon objet. Mais si on n'a pas le bon dispositif qui va avec pour que ça se passe de manière efficace, joyeuse, etc., pour tout le monde, ça peut être contre-productif. Et j'en profite pour l'eau tiède et la brumisation quand même. Maintenant, je mets l'avertissement à chaque fois. Dès qu'on a de l'eau tempérée, stockée, potentiellement vaporisée, brumisée, il y a la question de la légionnaire. On l'a sur tous les brumisateurs. Il faut quand même faire gaffe avec ce truc-là. Voilà. On le mentionne quand même. Parce que dès qu'on parle souvent nous de choses sanitaires et de couper les chauffe-eau, les gens nous tombent dessus à chaque fois sur les chauffe-eau, mais rarement sur les brumisateurs. Voilà. Et pour le coup, là, comme on parle de situation de canicule, l'eau fraîche, elle reste vite tiède, quoi. Ça fait partie des procédures. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il y a l'objet et il y a ce qui va avec pour être solide sur le truc et que ce soit un outil maîtrisé. Ça, c'est tout à fait des choses qu'Office peut centraliser, travailler. Oui. Tout comme sur les EPI, effectivement, ça dépend de ce qu'on cible, mais dans le document, tu présentes un modèle de chaussures, par exemple, à typiquement, mutualiser les chaussures, je ne sais pas si c'est quelque chose qui soit envisageable, d'autant que je pense que quand vous achetez des chaussures, vous les attribuez après aux techniciens et ils restent leur propriété, il me semble, non? Vincent, Agnès, c'est ça. Vous pouvez mutualiser de l'achat, par exemple. Oui. On peut au moins négocier des tarifs, éventuellement. Ça, c'est la première stade de mutualisation. Et après, s'il y a d'autres dispositifs de pays, moi, je ne peux pas envisager à mon endroit, mais dont vous avez l'idée et sur lesquels vous voulez qu'on bosse pour la mutualisation, volontiers. Hein. Okay. On fasse une enquête, une prospection auprès des membres, savoir s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Hein. Vous avez bien les deux niveaux. Vous verrez que normalement, les distingue dans le rapport générique, c'est EPI, c'est équipement de protection individuel, donc c'est attribué à la personne. Dès qu'on touche aux personnes, c'est toujours un petit peu plus délicat. Vous avez cette catégorie intermédiaire qui est typiquement le parasol. Le parasol, c'est quelque chose qui est à petite échelle, mais qui se positionne sur un site. C'est pas un outil personnel. Et c'est souvent plus simple de le mettre au niveau de l'organisation
Parce qu'il n'y a pas cette relation personnelle à l'équipement. En situation de travail, il peut y avoir bien entendu des EPI, parce que c'est la responsabilité de l'employeur de sécuriser ses employés. Mais du point de vue de l'organisation, c'est souvent plus simple d'avoir à gérer ces choses qui sont plutôt, disons, à l'échelle du poste de travail, plutôt que de la personne. Les fameux éventails dont on pourrait doter les hôtes et hôtesses d'accueil. L'éventail, voilà, l'éventail, gros sujet que l'éventail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou propositions? C'est limpide. Ouais, d'accord. Très bien, mais si ça vous va, on peut s'arrêter là. De toute façon, vous allez recevoir là, dans les minutes qui suivent, la newsletter interne du COFID avec ce fameux document dont on vient de présenter le contenu. Il est sous licence libre. On est d'accord, Céline, hein? Bien sûr, on va faire une communication. Là, on l'envoie en primaire à nos membres en exclusivité. Il y aura une publication début décembre pour le grand public avec une stratégie de communication sur les réseaux, etc. Pour le mois de décembre. Oui, Nalouen. En fait, j'ai fait une première lecture du rapport de Incube à l'endroit du Festival d'Avignon. Et ce qui était intéressant, c'est que au départ, dans le groupe de travail qu'on a composé, qui a été composé par le COFID autour de HLA, c'est le fait de pouvoir aussi dialoguer avec les parties prenantes qui nous mettent à disposition les lieux. Et l'idée de fiche lieu, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment envie de creuser ça. Au-delà il y a énormément de chantiers à creuser et à pluriannualiser parce qu'on peut pas tout mener d'un coup. Et la dimension fiche lieu était vraiment intéressante pour pouvoir poursuivre cet objectif. Et peut-être, j'en profite, je crois que c'est arrivé vers la fin parce que je crois que c'est le 3e qu'on a rédigé, le vôtre, et peut-être ça vaut le coup de le réintégrer dans le rapport générique. On peut ajuster peut-être que cette annexe là qu'on a faite, ça vaut le coup de la mettre. Oui, parce que dans le rapport d'Avignon, il y a des fiches lieux très précises. Ouais. Effectivement, dans la conclusion du rapport COFID, donc global, il est indiqué trois entrées dont tout le monde peut s'emparer, à savoir se doter d'un plan chaleur global, qui est une stratégie générale à l'endroit de votre structure pour anticiper sur ces questions d'adaptation à la chaleur. Pourquoi pas intégrer au DUERP, parce que c'est toujours en lien avec la prévention des risques. Il y a la notion de fiche lieu dont parlait Nolwenn, qui est vraiment créée pour chacun des bâtiments, des petites procédures pour comment on gère la chaleur sur ce lieu en particulier. Et il y a aussi la notion de brigade chaleur qui est évoquée. Comme on peut le travailler au côté depuis un moment sur l'idée des brigades déchets ou ce genre de choses, d'avoir des personnes référentes sur un sujet qui vont être en backup sur vérifier que les fenêtres ont été fermées le matin, savoir quelle est la suite procédure pour le lieu et faire en sorte que ça maille dans les équipes. Bonjour. Après, ça engage un vrai dialogue aussi avec la préfecture. Là, tu parles de prévention des risques. Je pense aussi le fait que Pascal partageait que le fait d'un coup de chaleur rend aussi agressif les publics. Et du coup, c'est presque... c'est un sujet qui peut être aussi partagé avec la préfecture au-delà des usages des lieux dont on vient de parler. Là, on hésite. Et avec la préfecture et les collectivités, en fait. D'ailleurs, ça fait vraiment la transition parfaite. Merci Nolwenn, puisque dans cette newsletter que vous allez recevoir là tout à l'heure, on vous propose un peu dans la continuité de ce projet, mais élargi à l'enjeu d'adaptation au changement climatique, pas uniquement chaleur, suite à ce qu'on a fait dans la journée de rentrée du COFID au SIAM, de monter des groupes de travail sur la question d'adaptation par territoire. Et après, on s'approchera des collectivités, puisque vous savez que les collectivités sont censés s'être dotés de plans d'adaptation au changement climatique locaux par territoire. Donc là, dans la newsletter que vous allez recevoir, il est fait appel à manifestation d'intérêt auprès des membres pour savoir qui veut travailler sur ce sujet-là et constituer des groupes de travail spécifiques par territoire pour vous accompagner en dialogue avec les collectivités sur cet enjeu. Il y a du boulot encore, ouais. J'ai dit, il faut prendre le temps. En tout cas, bravo, hein, c'est un super travail. Oui, je me dis bravo à Pascal, mais merci aussi à Arles, à Avignon et à Aix d'avoir accueilli tout ça et d'avoir porté le projet avec nous.
En tout cas, c'était super pour nous. Ça a mis vraiment des choses en route. On est vraiment très très contents. Et moi, je vais faire mes retours aussi sur le rapport. Hein. J'ai fini la relecture. Super. Ça arrive. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. On est encore là. Hein. Il y a besoin, s'il y a besoin, vous savez où nous On trouver. n'hésitera pas à te contacter s'il y a des questions qui surviennent après. Super. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.